arrivé juste à l'heure, il est 18h45. À mon train. Bien, le comité de de mémoire vous souhaite la bienvenue pour cette soirée conférence et vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Ce soir, nous allons effectivement traiter d'un sujet pour le moins original, puisqu'il s'agit de l'ouvrage de Sylviane Larcher, qui en fait est sa thèse sur l'autre citoyen. Je ne vais pas déflorer toute la problématique, mais l'autre citoyen, c'est effectivement la naissance d'un citoyen de la République né après 1848, mais qui n'avait pas tout à fait les mêmes pouvoirs. En effet, on ne peut pas dire que les sociétés post-esclavagistes ou post-coloniales se ressemblent, bien qu'elles ont subi le même outrage, la même violence originelle, la même exploitation immorale de l'homme. On ne peut pas dire non plus qu'elles ont laissé les mêmes traces. Elles varient selon la situation géographique, géopolitique, et surtout selon les institutions des vainqueurs. Et en tout cas, lorsqu'en 1848, l'abolition de l'esclavage est reconnue par la Seconde République, les esclaves, notamment aux Antilles, sont devenus citoyens. Ils sont donc dotés des mêmes droits civils et électoraux que tous les citoyens de la métropole coloniale, en principe, car la réalité est tout autre. C'est de cette réalité, justement, que Sylviane Larcher va nous entretenir. Elle met le doigt sur ce paradoxe et pose la problématique suivante. Comment, dans un pays construit sur une souveraineté que l'on prétend universaliste et abstraite, a-t-on pu s'accommoder d'une telle contradiction? Mais qui est Sylviane Larcher? Philosophe de formation, avec un BA de philosophie politique, obtenu à l'Université de Paris 1, docteur en sciences politiques de l'École des hautes études de sciences sociales depuis décembre 2011. Elle a effectué durant ses recherches un séjour à l'Université Duke aux États-Unis, en collaboration avec Laurent Dubois, historien et anthropologue spécialiste de la Caraïbe francophone aux États-Unis. Sa thèse est réalisée sous la direction de Pierre Rosemallon, professeur au Collège de France. Cette thèse a obtenu le prix de l'Institut des Amériques en génométrie et est parue aux éditions Armand-Paulet le 26 novembre 2014. Ça décrit bien la valeur de l'auteur de cet ouvrage et effectivement sa qualité de chercheur. Aujourd'hui, elle enseigne l'histoire politique et la philosophie de l'éducation à l'ESPE de la Martinique, École supérieure de professorat et de l'éducation, c'est l'ex-IFL, et elle a publié plusieurs articles dans les revues suivantes: Cité, Esprit, La vie des idées, Sociologie et dans le mouvement social. Son prochain article apparaît en anglais dans la revue américaine Palimpsest, et en interrogeant, elle ajoute: j'ai fait aussi des conférences à la Casa de Velasquez à Madrid, à Oxford en Angleterre, à Stanford en Californie et bien sûr en France. Alors je vais m'arrêter là sur ce palmarès parce qu'elle risquerait de m'en vouloir et puis je ne voudrais pas être trop long puisque l'objectif de cette soirée c'est de donner la valeur de l'échange, de donner la priorité à l'échange et sans tarder je cède la parole à Éric Noël, professeur d'histoire à l'université, qui va retracer le parcours scientifique de Sylviane Larcher. Je vous remercie. Merci. Merci Sylviane pour cette invitation. Merci aussi à Christian pour m'avoir invité et surtout m'avoir fait cet honneur d'être en quelque sorte la caution, le garant scientifique de ce travail. J'ai été flatté parce que je connais bien le travail de Sylviane Larcher, qu'on a déjà rencontré à l'Université des Antilles, qui travaille effectivement très près de nous puisqu'elle enseigne à l'ESP. Et j'ai été impressionné par ce travail qui dit toute sa valeur à travers une publication qui a noté celle d'Armand Collin, ce qui signifie qu'il y a eu, au-delà même d'un jury, une autre lecture, celle d'un comité de lecture, pour une publication de haute qualité. Alors, cet ouvrage m'a permis de mesurer tout le travail qui a été parcouru par Sylviane depuis une vingtaine d'années, je dirais, par rapport à cette question. J'ai en mémoire précisément, lorsque je lis ce travail, le livre de Françoise Vergès et de Philippe Audrey, de l'esclave au citoyen,
paru dans la foulée du bicentenaire de la Révolution française, publié à la fin des années 90, et qui balbutiait en s'interrogeant sur cette notion de citoyenneté pour les Outre-mer. Le travail était encore très sommaire, c'était un petit ouvrage, et là je vois qu'en une vingtaine d'années, avec tous les rappels historiographiques qui peuvent être contenus dans cet ouvrage, tout ce parcours intellectuel et scientifique qui a été fait. Alors, je ne voudrais pas vendre le travail de Siliane et lui laisser bien sûr tout le propos, mais j'aimerais justement asseoir un petit peu le terrain de ce travail et montrer dans quelle perspective historique précisément il s'inscrit. Siliane n'a pas présenté simplement l'autre citoyen en 1848. L'autre citoyen, celui des îles, celui des colonies, s'inscrit dans un champ de recherche beaucoup plus large et elle remonte avec beaucoup de justesse à ces années de Révolution française où justement toute une réflexion s'est développée, a mûri autour de cette question de la citoyenneté à la faveur bien évidemment des événements de 1789 qui ont eu naturellement tous leurs effets outre-mer. Donc elle s'est tout d'abord interrogée sur cette question de la citoyenneté qui touche toute la société française et coloniale de l'époque. Les femmes qui sont citoyennes, en termes d'épithète, je dirais, dans l'état civil, mais au-delà de ça, qui ne sont pas grand-chose, elles ne sont pas actives, loin de là. Les mendiants, les vagabonds, peuvent-ils être citoyens? On s'interroge sur cette question, et on sait très bien qu'un suffrage censitaire, très vite, délimitera cette notion de citoyen pour exclure des gens qui ne pouvaient pas avoir cette dignité d'être citoyens. Les Juifs, qui à la même époque, il faut le rappeler, la France est le premier pays à leur donner la citoyenneté. Donc le combat de Cerbère dans les années 1790 est une autre illustration. Et puis, il y a les gens de couleur, les fameux libres de couleur. On pense à des noms, et Vincent Auger, Julien Raymond, des gens qui ont combattu pour une citoyenneté non pas passive, mais une citoyenneté pleinement active. Donc on le voit, la citoyenneté est d'abord réservée à une mince élite, finalement, masculine, socialement posée, et rejette les femmes, les étrangers lorsqu'ils sont juifs, l'autre lorsqu'il est de couleur. Bref, il y a un débat qui mûrit, qui est complexifié par une situation politique qui évolue beaucoup. Et justement, ça a été un très beau travail que de décrypter toute cette question entre ces années de Révolution française et cette seconde révolution qui est celle de 1848. Le débat, en effet, après le hiatus de l'Empire, est réouvert avec le second empire colonial, la seconde colonisation, qui, avec de nouvelles colonies, l'Algérie, l'Indochine bientôt, vont poser la question de la citoyenneté élargie à ces nouveaux sujets. Seront-ils de nouveaux citoyens? Siliane interroge justement ces autres très lointains d'autres mondes, et justement la question, dans le cadre de ce second empire colonial qui pourrait nous éloigner des Antilles, eh bien, elle les remet au cœur du propos, puisque précisément 1848, alors que se construit le second empire colonial, les petites Antilles, Martinique, Guadeloupe, connaissent une abolition qui devrait, de ces vieilles colonies, faire ressortir de pleins citoyens. Et justement, là on entre au cœur du sujet. Est-ce que ces citoyens de 1848 sont des citoyens à part entière? Est-ce qu'ils auront les mêmes droits que les autres, que ceux de métropole? Déjà, la question avait été soulevée, on le sait, dans la première abolition, vite étouffée dans l'œuf. La question est de nouveau posée, et elle est posée avec complexité, parce que cette citoyenneté nouvellement accordée doit s'accommoder d'une situation, d'un socle politique particulier, puisque désormais, depuis le début du XIXe siècle, les colonies ont des lois spéciales, donc n'ont pas le même cadre juridique qu'en métropole, et les élus même de ces colonies seront amenés à voter des lois qui ne pourront pas être appliquées sur le pays même qui les a élus. Donc il y a quelque chose de complexe, quelque chose de contradictoire, et on sent bien toute cette difficulté qui, de surcroît, s'aggrave avec des régimes qui ne vont pas toujours dans le sens d'une évolution positive. Un second empire qui, pendant une vingtaine d'années, ferme la possibilité
d'une citoyenneté et d'une représentation nationale aux colonies, avant que la Troisième République ne ramène les idées de la Seconde. Et avec beaucoup d'hésitation. Il suffit de voir cette commission de 1875 qui a interrogé justement la possibilité de donner dans ces colonies une pleine citoyenneté, et on repose des questions comme on en avait posé antérieurement. Les colonies sont-elles prêtes pour une liberté et pour une citoyenneté à part entière? Alors je terminerai justement par les sentiers que Siliane ouvre pour répondre à cette question entre cette citoyenneté à peine donnée du bout des lèvres et une citoyenneté pleine, entière, permettant à tous d'être électeurs et élus. Il y a en fait une marge, un terrain de réflexion qui évolue au fil du temps et suivant aussi les espaces. Siliane a eu le grand mérite de creuser justement tous ces angles dans lesquels se sont engouffrés les questionnements. Celle de la race qui ressurgit, elle avait déjà été mise en avant à la fin du XVIIIe siècle. On est loin de la razza, la famille qui cultive des valeurs transmises par le sang, mais la race, avec les sciences naissantes, eh bien, va avoir un autre aspect, une autre dimension. Le politique s'en mêle, les projets politiques mettent la race dans leur panier et donc contribuent aussi à créer des blocages, des ralentissements par rapport à l'idée d'accorder une pleine citoyenneté. Siliane a surtout ouvert un champ plus neuf à côté de ce terrain de la race qui est déjà travaillé et qu'elle a creusé, celle de la vision, si on pourrait dire, de l'intérieur, c'est-à-dire les nouveaux citoyens, ceux des années 1848. En fait, ne découvre pas du jour au lendemain une citoyenneté aussi simplement. Elle avait déjà été accordée dans les îles dans les années 1794, retirée en partie, mais pas partout. On connaît les histoires différenciées de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Domingue, et cela donne de multiples facettes et des héritages extrêmement diversifiés. Partant de là, quelle citoyenneté eux-mêmes se conçoivent, si on peut dire, ceux qui en sont les nouveaux bénéficiaires. Voilà un autre terrain, donc celui de la mémoire des personnes elles-mêmes concernées, des citoyens concernés par rapport à cette notion. Je ne voudrais pas en dire plus, mais ouvrir justement toutes ces pistes sur lesquelles eh bien, Siliane pourra nous donner des éléments de réponse, et de là, justement, les nouveaux résultats de quelque chose qui était, je le redis encore, il y a une vingtaine d'années, tout à fait limité, et qui aujourd'hui prend une ampleur nouvelle, et je pense vraiment grâce à ce travail porteur, considérablement enrichi, et enrichit considérablement la connaissance de cette question. Ça, on m'entend? Merci Eric, et merci Christian. D'abord, bonsoir à tous, merci d'être là. C'est la deuxième fois que je présente mon travail en Martinique depuis la soutenance de la thèse en décembre 2011. Et j'ai grand plaisir à partager non plus la thèse, mais le livre, c'est-à-dire la transformation de la thèse en un objet partageable, plus accessible, même si on m'a dit que ce n'était pas toujours évident, avec un public élargi. Donc je tiens à vous remercier chaleureusement d'être là, et je suis très très contente de l'échange que nous allons avoir après mon intervention. Je tiens bien évidemment à remercier l'ensemble des membres du comité Devoir de mémoire, Christian Jean-Étienne, son président, Éric Caberia qui m'a introduite à ses camarades, et puis mon vieil ami Samuel, que je remercie chaleureusement d'être là. Je n'oublie pas Simone pour sa gentillesse, je la remercie également, et je remercie vraiment tous les membres du comité. J'ai une pensée ce soir aussi, avant d'entrer dans le cœur du sujet, pour quelqu'un qui n'est plus avec nous et qui est un ancien membre du comité. Il s'agit de Tijo Mauvois, qui m'a connue alors que j'étais tout bébé, qui m'a vue pendant la thèse entre deux avions, et puis également
à la bibliothèque Schellcher et aux archives. Donc je tiens à avoir une pensée particulière pour lui ce soir parce que je suis persuadée qu'il aurait été très heureux d'être avec nous. Je sais que mon travail l'intéressait énormément et je n'oublie pas son entêtement à essayer de creuser la question de l'imagination politique des esclaves, même s'il ne voyait pas forcément les choses comme moi, mais voilà, on ne travaille pas seul et je pense aussi aux gens qui, à leur façon, ont cherché et ont contribué à l'avancement des connaissances et des débats chez nous. Alors, au moment de remettre mon manuscrit à l'éditeur, j'ai eu un petit différend sur un détail du titre, ou plutôt du sous-titre. Je tenais à voir inscrit le terme d'universalisme. Autrement dit, mon livre, intitulé « L'autre citoyen, l'idéal républicain et les Antilles après l'esclavage », aurait dû, si l'éditeur avait suivi mon obstination, aurait dû s'intituler « L'universalisme républicain et les Antilles après l'esclavage ». Mais il a insisté pour me faire comprendre que le vocable universalisme risquait de rebuter les lecteurs et de les faire fuir. Et puis, bon, j'ai accepté de faire preuve de pragmatisme et d'une certaine forme de lucidité, en acceptant effectivement l'idée que c'était peut-être un peu abstrait pour ceux qui ne savaient pas de quoi il en retournait. Et donc, j'ai proposé la formule plus consensuelle d'idéal républicain. Cette anecdote me permet de m'expliquer devant vous sur le questionnement et les préoccupations qui ont été à l'origine de la thèse dont ce livre est tiré. Pour moi, qui suis assez tatillonne sur les mots et sur leur sens, et ceux qui me connaissent de près pourront vous le confirmer, mentionner l'universalisme républicain, c'était rester fidèle à l'interrogation qui avait orienté ce travail de tout son long. Quelle était donc ma préoccupation initiale? Comment est né le projet à l'origine de la thèse et donc du livre? D'abord, je dois vous préciser que ce projet est né au sortir d'un DEA de philosophie politique. Et donc, cela me permet très rapidement de vous préciser que ce n'est pas l'ouvrage d'une historienne, même si je m'appuie sur une investigation conséquente des archives, et bien évidemment sur les travaux d'historiens, même si encore, quand bien même il comporterait quelques erreurs, ça et là, et je suis assez méticuleuse pour avoir quasiment vérifié systématiquement tout ce que j'avance sur le plan matériel. Donc, ce n'est pas l'ouvrage d'une historienne, mais d'une politiste, avec un questionnement philosophique, parce que le livre explore une question née de la philosophie politique à partir des outils de ce qu'on appelle en sciences politiques la sociologie historique du politique. Mon DEA avait porté sur un problème classique en philosophie, celui du passage de l'état d'esclave, à celui d'homme libre. J'avais interrogé cette question à partir d'un corpus de textes d'abolitionnistes français allant de la période révolutionnaire jusqu'à 1848. Autrement dit, je m'étais déjà penchée sur un corpus historien avec une lecture non historienne, une lecture philosophique à l'époque. À l'issue de ce travail, j'étais face à un constat. Si la liberté était censée être protégée, c'est-à-dire s'achever dans un statut juridique qui est le statut juridique de citoyen, c'est-à-dire le pouvoir légalement reconnu par l'État aux individus de participer à la confection des lois, ce qu'on appelle aussi en sciences politiques la citoyenneté politique, c'est-à-dire le fait d'avoir le droit électoral, le droit de voter. Et donc cette qualification de la liberté étant en particulier défendue par Victor Schellcher, donc si elle était pensable en 1848, elle n'impliquait pas pour autant que les esclaves devenus libres et citoyens français se fussent placés sous le même régime juridique que les citoyens français de la métropole.
Concernant mon usage du mot métropole, qui ne cesse d'être une espèce, excusez-moi de le dire, de patate chaude que nous distribuons en Martinique assez souvent, ici, dans ce contexte-là, je tiens au mot parce qu'on est dans je parle d'une période coloniale et, à mon sens, même quand nous parlons aujourd'hui du mot métropole, c'est aussi une manière de rappeler qu'il y a une problématique de la colonialité qui n'est pas complètement liquidée entre la France et nous. Donc je ferme cette parenthèse. Et donc, j'étais face au constat d'une contradiction entre une égalité civique, c'est-à-dire l'égalité des droits civils, les droits reconnus par le Code civil, et l'égalité des droits politiques et des droits électoraux. Et puis, de l'autre côté, une dérogation à la loi commune, la loi applicable à tous les citoyens de la métropole, dérogation que l'on peut également qualifier d'exclusion juridico-politique en raison de la relation coloniale elle-même. Ce constat n'avait rien de bien original, je dirais même de façon triviale, rien de nouveau sous le soleil. C'était par exemple le constat que faisait Françoise Vergès, précédemment évoqué par Éric Noël, qui parle, elle, de citoyenneté paradoxale. D'autres auteurs ont parlé de citoyenneté parcellaire ou de citoyenneté inachevée. Or, de mon point de vue, ce type de constat n'appelait rien d'autre qu'une posture de dénonciation. Dénonciation, bien sûr, d'une injustice ou d'une forme de falsification du principe même d'égalité. Mais si la dénonciation me paraît légitime, pour reprendre une formule de la philosophe Hannah Arendt, l'indignation ne fait pas une explication. Et de mon point de vue, que l'on peut peut-être trouver à l'excès rationaliste ou idéaliste, l'indignation, voire la colère, sont des indices qu'il y a quelque chose à penser, quelque chose qui résiste à l'intelligence, à l'intelligibilité, et en l'occurrence qu'il faut explorer. Autrement dit, dans une perspective de déconstruction philosophique, j'ai plutôt cherché à comprendre ce que l'apparente contradiction révélait des tensions et des ressorts internes de la citoyenneté française elle-même, mais aussi, plus largement, de la citoyenneté moderne. Par citoyenneté moderne, il faut entendre la citoyenneté telle qu'elle est née à l'issue des révolutions américaines, états-uniennes et françaises, c'est-à-dire la citoyenneté fondée sur l'égalité des droits civils, d'abord, entre l'ensemble des citoyens, avec la reconnaissance derrière cela de l'idée, du fait que les individus sont des sujets de droit. Cette notion naît au XVIIIe siècle, politiquement et historiquement, lors de ces révolutions. C'est ce qu'on entend c'est ce qu'il faut entendre par citoyenneté moderne. Cette question, donc, avait des implications conceptuelles importantes. Elle amenait moins à étudier l'histoire des Antilles post-esclavagistes pour elles-mêmes, en Martinique ou en Guadeloupe, plutôt qu'à s'intéresser aux tensions et aux apories, c'est-à-dire aux impasses intellectuelles, de l'égalité officiellement démocratique produite par l'histoire. Et quelle histoire? L'histoire coloniale et esclavagiste. C'est donc sous cet angle, à partir de ce cadre théorique-là, que s'est faite ma rencontre avec l'histoire, c'est-à-dire ce besoin d'archives. Et au passage, c'est comme cela qu'une thèse d'abord inscrite en philosophie politique, que cette thèse qui était d'abord inscrite en philosophie politique s'est retrouvée inscrite en sciences politiques. J'ai changé de directeur de thèse et j'ai sollicité Pierre Rosanvallon, historien qui avait lui-même fait sa thèse avec un philosophe et donc qui était susceptible de comprendre, ou tout au moins d'avoir de l'empathie pour mon questionnement, et qui était un spécialiste de la citoyenneté française. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il a accepté de diriger ce travail. Pour être clair, insatisfaite des réponses de mon DEA, mais aussi des travaux qui, avant moi, travaux très rares, qui s'en étaient tenus au constat d'une éclatante contradiction, je voulais comprendre profondément dans quelle mesure les problèmes posés par l'élargissement de la communauté des citoyens à des membres qui en avaient été exclus pour longtemps en raison de leur statut d'esclave nous apprenaient quelque chose de plus général sur l'idée démocratique, voire sur les legs de la modernité politique, c'est-à-dire sur l'affirmation des principes de liberté et d'égalité des droits institués au XVIIIe siècle aux États-Unis et en France.
En un mot, il s'agissait d'étudier la mise à l'épreuve des principes officiellement définis par leur universalité, dès cette période, notamment en France dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc leur mise à l'épreuve par l'histoire coloniale post-esclavagiste. C'est en ce sens que ce travail interroge ce qu'on appelle l'universalisme civique, c'est-à-dire la conception universaliste de la citoyenneté, c'est-à-dire la pétition d'universalité de droits égaux pour tous les citoyens. Et donc cette interrogation, je l'ai déplacée à la marge de l'espace métropolitain pour l'inscrire dans l'espace colonial et caribéen, et en l'occurrence aux Antilles françaises. Alors, la question étant posée, quelle a été ma démarche? Comment je me suis prise pour mener à bien ce projet? Cette posture théorique, dont vous avez compris qu'elle s'est d'abord inscrite en philosophie politique, même s'il y avait un dialogue très étroit avec l'histoire des idées, a impliqué pour moi de ne pas considérer a priori la notion de citoyenneté comme une notion fermée ou comme un fait politique accompli, mais plutôt comme une construction conflictuelle et ouverte, tant sur le plan conceptuel que sur le plan social et historique. Les deux dimensions, socio-historique et conceptuelle, étant pour moi nécessairement liées. Mon travail s'est donc orienté dans deux directions principales. D'abord, ma question centrale a été la suivante. Et c'est la question qui constitue la colonne vertébrale de mon travail et du livre. Comment l'universalisation des droits civils et politiques, actée en 1848 par le partage du suffrage universel masculin, comment l'universalisme civique, caractérisé a priori par une dimension illimitée, l'universel impliquant l'ensemble du genre humain, donc comment cet universalisme a-t-il pu s'accommoder de sa propre limitation sociale et politique? Comment l'égalité civile et politique a-t-elle pu s'articuler, et cela sur le temps long, à l'exclusion juridique et politique? Question qui, par sa formulation même, conduisait donc à sortir de l'impasse dans laquelle se trouvaient les dénonciations habituelles d'une citoyenneté contredite par la situation coloniale, la fameuse citoyenneté paradoxale. Comment des citoyens pouvaient-ils à la fois appartenir au corps politique, au souverain, c'est-à-dire avoir le droit de participer à la souveraineté politique du fait d'avoir des droits électoraux et d'être soumis aussi au code civil applicable en métropole, et en même temps faire l'objet d'un régime dérogatoire à l'universalité de la loi applicable à l'ensemble des citoyens, et de la sorte se trouver mise à l'écart de la généralité des droits du citoyen. Cette question conduisait donc à s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler en philosophie un ordre des raisons qui déterminait le nœud entre égalité et exclusion. Et par là, il s'agit de s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler une pensée d'État. Une pensée d'État ayant permis de faire tenir ensemble cette alliance incongrue entre égalité et exclusion politique. Dans cette perspective, il m'a donc fallu chercher à comprendre ce qui avait rendu historiquement possible, mais surtout pensable, donc intellectuellement parlant, l'inclusion politique des anciens esclaves. C'est la raison pour laquelle l'histoire que raconte mon livre remonte dès le premier chapitre à la période révolutionnaire. En effet, on ne peut pas comprendre le lien établi entre liberté et citoyenneté en 1848 si on ne comprend pas l'impact laissé par la lutte notamment des libres de couleur évoquée tout à l'heure par Éric Noël durant la période révolutionnaire et la première abolition de l'esclavage de 1794, donc l'impact notamment de ces deux événements-là, sur la manière dont les hommes du 19e siècle dans l'Hexagone, et en particulier Victor Schœlcher, dont il faut souligner ici qu'il est isolé en 1848 pour vouloir accorder les droits électoraux aux anciens esclaves. Je vais revenir sur ce point. Donc, on ne peut pas comprendre le lien établi entre liberté et citoyenneté si on ne comprend pas l'impact de ces deux événements sur la pensée d'hommes du 19e siècle,
qui donc ont pu interpréter la relation entre idéaux révolutionnaires ou républicains, héritage révolutionnaire et liberté. Pour eux, et en particulier pour Schellcher, la liberté ne s'accomplissait que dans l'exercice des droits politiques. Autrement dit, on peut considérer que la citoyenneté est une sorte d'emphase de la liberté pour des gens comme Victor Schellcher. Même si, enfin je dis des gens, c'est lui qui pèse sur l'octroi des droits électoraux. De même, puisqu'il s'agissait d'investiguer ce qui nouait égalité et exclusion dans une pensée d'État, mon travail de recherche m'a conduite à m'intéresser de près aux documents qui me permettaient de me tenir au plus près de la fabrique du citoyen, c'est-à-dire de la décision politique de l'État et de ses justifications. Et donc, je me suis penchée sur les discours de l'arène parlementaire, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du Sénat sous le Second Empire, documentation très peu étudiée auparavant, les procès-verbaux de commissions parlementaires et ministérielles en amont de l'adoption de la législation d'exception, les avis ou rapports du Conseil d'État, institution dont la fonction est de guider l'État sur le sens de ses décisions par rapport à une certaine conception de ce que l'État devrait être et ce que la loi doit être. L'exposé des motifs des mesures législatives définissant le régime spécial, le régime d'exception sous lequel furent placés les anciens esclaves des Antilles et de la Réunion, en particulier après 1848, et le texte symbolique de ce régime d'exception étant le Senatus Consulte de 1854. C'est un texte voté sous le Second Empire, donc en 1854, mais dont toute la genèse intellectuelle et juridique est préparée dès 1849. Ce texte a une durée de vie extrêmement longue, puisque, si vous voulez, l'administration ainsi que les juristes de l'époque, mais également le Conseil d'État, lui donnent quasi une dimension constitutionnelle, même si, en toute rigueur, à mon avis, c'est plus une loi organique qu'une constitution, même si le texte s'appelle, dans le texte, il y a la mention de la dimension constitutionnelle. Ce texte est voté en 1854, c'est lui qui place les anciennes colonies à l'écart de la métropole sur le plan législatif. C'est lui qui institue une sphère législative différenciée de celle de l'Hexagone. Et ce texte va, si vous voulez, il va être très légèrement modifié en 1866 pour des raisons essentiellement fiscales et douanières, donc on ne touche pas au cœur de ce qu'il met en place, l'exception. Et puis, sa durée de vie s'arrête avec la loi de 1946, ce qui est très significatif. Il va être amendé, donc je ne veux pas donner l'impression d'une espèce de linéarité, il va être amendé au XXe siècle par des lois prises sur décision de l'exécutif, c'est-à-dire sous des formes de décrets, mais le principe même du Senatus Consulte va perdurer pendant quasiment un siècle, au point que les parlementaires antillais, les juristes antillais vont se plaindre de ce cadre que ce texte met en place. Donc je me suis intéressée, outre cette dimension très juridique, aussi à la correspondance administrative officielle. Tous ces documents constituaient donc un important corpus d'archives de nature juridique et administrative, vous l'aurez compris, jusque-là peu étudié en détail, voire ignoré de l'historiographie. Ces documents donnaient à lire le choc des idées et des arguments qui permirent aux législateurs, aux parlementaires et aux représentants de l'État d'élaborer le régime juridique de ce que Laurent Dubois, l'historien évoqué par Christian tout à l'heure, appelle des colonies de citoyens. Et je trouve que la formule est extrêmement heureuse pour décrire la situation. Donc, si vous voulez, donc cette documentation permet donc de s'intéresser à des arguments, à des idées, à des types de raisonnement, ceux précisément qui ont été mis en avant pour remettre en cause régulièrement soit le suffrage universel, soit la représentation parlementaire. Ce qui me permet de signaler au passage que ces droits-là étaient donc loin d'être des acquis, contrairement
j'entends souvent on nous a donné la citoyenneté, pas si simple. L'analyse de ce premier corpus documentaire s'est faite à la lumière des questions suivantes. Premièrement, quels furent les problèmes posés par les parlementaires français, les hommes politiques et acteurs institutionnels métropolitains en charge des affaires coloniales, à propos du statut juridico-politique des habitants des Antilles, à ce moment-là, Antilles dites émancipées, qu'il s'agisse autant des anciens esclaves que des colons. Deuxième question, en quels termes leurs droits de citoyens, mais aussi l'égalité et l'exception furent débattus? Et inversement, qu'est-ce qui, sur ces points, demeurait silencieux, implicite, ou se donnait à voir ou à lire en creux? Surtout, troisième question, quelles implications conceptuelles une enquête sur le contenu de la notion de citoyenneté pouvait en tirer? Et enfin, quatrième question, donc ce sont les questions qui ont guidé ma lecture et mon étude des archives. Quelle chaîne conceptuelle se dessinait des discours issus d'espaces différents, mais parfois porteurs de raisonnements de même nature? Par espaces différents, je veux dire les raisonnements tenus dans un cabinet ministériel et qui restent dans un rapport d'un ministre ne sont pas de la même nature que les documents recueillis à l'issue des échanges parlementaires entre députés, par exemple. Et pourtant, dans des espaces différenciés, à des périodes concomitantes, on retrouve le même type de raisonnement, ce qui nous permet de comprendre qu'il y a quand même quelque chose, une forme de convergence sur la lecture que les acteurs en question font de la situation. Si ces questions m'ont permis d'analyser des discours et une législation en train de s'écrire, il m'a aussi fallu resituer cette analyse des discours des acteurs institutionnels, donc ceux qui représentent l'État colonial, pour dire les choses rapidement, dans le panorama des idées dominantes de leur époque, dans les débats politiques de leur temps. Par exemple, on peut découvrir au chapitre 3 du livre que quand bien même Victor Schellcher a pesé, je l'ai dit tout à l'heure, de façon isolée sur l'universalisation du suffrage en 1848, ce geste ne peut se comprendre sans prendre la mesure de l'intrication en France entre, au tournant des années 1830-1840, entre débats sur ce qu'on appelle à l'époque la réforme électorale, c'est-à-dire la discussion sur tous ces exclus évoqués par Éric, tous ces exclus du suffrage que sont les paysans, les femmes non, ne sont pas dans le débat comme par hasard, les paysans, les ouvriers, les domestiques. Donc il y a un débat dans ces années-là qu'on appelle, que l'époque appelle débat sur la réforme électorale, puisqu'en fait il s'agit de modifier le suffrage censitaire pour envisager un élargissement du suffrage, voire un suffrage universel. Donc Schellcher est imprégné de ces débats-là, et ce geste s'inscrit également dans des débats en France sur le paupérisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle au XIXe siècle la question sociale, c'est-à-dire la question du traitement politique de la misère. Et pour Schellcher, cette question, elle s'applique aux ouvriers et aux domestiques essentiellement. Et pour Schellcher, les populations anciennement esclaves sont assimilables à la condition sociale des ouvriers, mais surtout des domestiques, de ce qu'on appelle les prolétaires, donc mot que vous connaissez certainement, et aussi des domestiques. La deuxième direction importante dans laquelle s'est orienté mon travail a bien évidemment porté, Éric Noël l'a dit tout à l'heure, sur les acteurs des colonies eux-mêmes, et les anciens esclaves en particulier. Puisqu'il s'agissait d'une part d'interroger l'articulation entre citoyenneté et régime d'exception, mais surtout d'autre part, puisque ma démarche ne partait pas, je l'ai dit en introduction de ma présentation, d'une définition fermée ou normative de la citoyenneté, je ne pouvais pas me contenter d'examiner sa production par les seuls acteurs officiels métropolitains. Autrement dit, mon questionnement, en lui-même, impliquait de ne pas considérer les acteurs métropolitains comme les seuls détenteurs, les détenteurs exclusifs de la citoyenneté française, c'est-à-dire que la citoyenneté ne se définissait pas seulement dans l'Hexagone, dans les bureaux et les hémicycles parisiens, mais elle se définissait aussi, et souvent en acte, aux colonies, par les acteurs colonisés eux-mêmes, en l'occurrence les anciens esclaves.
Pour être franche, c'est ici que le fait de n'être pas historienne de formation a présenté sa part de difficulté, comme vous pouvez bien imaginer. Aucun des travaux existants ne répondait réellement à mes questions et dans la perspective qui était la mienne. J'ai donc dû prendre mes distances avec les rares travaux qui n'abordaient la citoyenneté que comme un statut juridique, généralement comme l'objet d'un octroi ou d'une imposition, même quand ils en étudiaient les usages. En outre, il m'a fallu aussi éviter de postuler une homologie entre volonté métropolitaine et action locale, c'est-à-dire il m'a fallu éviter de postuler que les acteurs coloniaux se contentaient d'obéir passivement, comme s'ils étaient téléguidés à 8000 km pour être, entre guillemets, de bons citoyens. L'enjeu, et ici je veux insister sur ça, sur ce point, l'enjeu de cette démarche, ne pas postuler d'homologie entre volonté métropolitaine et acteurs locaux, est un enjeu important sur le plan scientifique, bien sûr, mais également de mon point de vue sur le plan politique. Et par politique, je n'entends pas les positions partisanes ni militantes, mais j'entends politique dans son sens noble, exigeant, c'est-à-dire, pour un politiste, le fait de dévoiler des rapports de force, de prendre la domination au sérieux, et non seulement d'en faire la critique, mais d'en faire la déconstruction. Donc, à travers ce questionnement, il s'agissait de restituer aux anciens esclaves leur part d'humanité, c'est déjà pas rien, mais surtout leur part d'acteurs politiques et sociaux de leur existence dans la domination même. Et pour le coup, ce n'est pas du côté des travaux en langue française que j'ai pu me tourner. Ce type d'approche à l'époque, donc ce que je vous raconte là, se déroule entre 2005 et 2011, surtout entre 2005 et 2009. L'écriture elle-même de la thèse ayant pris près de 2 ans, enfin j'ai pas fait que ça en 2 ans, mais ça occupe quand même. Donc c'est pas trop du côté français ou francophone, c'est-à-dire sans vouloir, enfin il ne s'agit pas de heurter qui que ce soit, mais c'est pas du côté des travaux existants chez nous ou ni en France, puisque ces travaux sont marginaux en France, que je me suis tournée. Et pour le coup, ça a été extrêmement enrichissant et utile sur le plan scientifique d'avoir la collaboration avec Laurent Dubois. Ce que je dis là sur le fait que cette approche à l'époque elle n'existait pas ou elle était embryonnaire, depuis les choses ont bien changé. Le livre qui est sorti de Frédéric Régent s'inscrit tout à fait dans ce type d'analyse, c'est-à-dire une manière d'aborder l'identité servile dans son humanité et même dans une part, dans ça. Le mot subjectivité est peut-être un peu trop chargé philosophiquement, mais il s'agit de prendre au sérieux, justement, même si le Code noir dit que les esclaves sont des biens meubles, c'est avant tout des gens. Et c'est très important pour nous que nous ne prenions pas trop au sérieux cette fiction du droit qui voudrait que les esclaves soient des choses. Ce sont des êtres humains. Donc, derrière le statut, il y a une humanité à penser. Et pour continuer sur ce point, donc, voulant m'interroger sur le point de vue des anciens esclaves, donc des dominés, il s'agissait de questionner la politisation des dominés, ou politisation qui ne veut pas dire simplement le fait de voter, le fait d'avoir une parole officielle. Il y a un type de politisation qu'on peut considérer comme étant informelle, notamment dans des insurrections, dans des manières de contester qui ont des implications politiques. Et ça, il faut le questionner. Donc, d'ailleurs, s'il y a des étudiants que ça peut intéresser, je ne comble pas tous les manques, je n'ai pas cette prétention. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là, autant en sciences politiques qu'en histoire. Et donc, c'est du côté des travaux américains et de ce que les Américains appellent les Post-Emancipation Studies que je me suis tournée, et ce sont ces travaux qui m'ont permis de répondre à mes questions. Celles-ci étant, comment reconstruire les conceptions du politique propres à des acteurs généralement voués au silence, voire par les chercheurs, voués au silence par les archives, voire par les chercheurs eux-mêmes, comment ne pas parler pour eux et leur redonner ce qu'on appelle en anglais leur agency, les sociologues français disent leur agencéité, c'est-à-dire leur capacité à faire quelque chose d'eux-mêmes. Pour ceux qui lisent Marx et qui l'apprécient, c'est une manière aussi pour eux
je pense à une formule de Marx, de faire quelque chose de ce que l'on a fait d'eux. Comment prendre au sérieux l'espace minimal qu'ils peuvent avoir pour se définir politiquement. Pour répondre à ces questions, j'ai donc emprunté à un historien américain, pas traduit en français, qui s'appelle Stephen Hahn, dont je cite le travail dans l'introduction du livre et puis aussi au chapitre 2, si je ne me trompe pas. Un geste audacieux. Quel est ce geste? Inscrire l'action politique des anciens esclaves dans une trame qui leur soit propre, en remontant jusqu'aux luttes menées dans la nuit de l'esclavage. Et cette dimension-là de ce que j'appelle la nuit de l'esclavage, c'est-à-dire l'espace politique qui n'est pas visible, qui échappe à la logique administrative, on peut en voir la discussion au chapitre 2 du livre. Loin d'établir un déterminisme, ni une linéarité entre esclavage et liberté, ma démarche, suivant celle de Stephen Hahn, m'a permis de sonder l'enracinement historique des idéaux d'égalité et de liberté articulés à la réception aux colonies des nouvelles des évolutions politiques métropolitaines. Car c'est ce qu'on découvre quand on essaye de remonter dans le temps et on se rend compte qu'il y a un monde des esclaves qui n'est pas fermé, dans lequel des informations circulent, même si c'est de manière parcellaire, erronée, notamment sous la forme de rumeurs, mais d'informations qui politiquement ont une importance et une signification pour les esclaves. Durant la période révolutionnaire, je ne pense pas exagérer en disant que quasiment tous sont à l'affût de quelque chose qui leur permette d'espérer qu'un changement va s'esquisser. Et pour quelle raison? Les bateaux circulent, les nouvelles arrivent dans les ports, les nouvelles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen arrivent en Martinique dès septembre 1789, déclaration étant affichée à la sortie des églises. Bref, je vous laisse découvrir ça dans le livre. Je poursuis parce que sinon je vais être trop longue. Et donc, ce que cette remontée dans le temps m'a permis de découvrir, c'est qu'on ne peut pas comprendre la signification sociale prise par la citoyenneté dans l'univers des esclaves, citoyenneté non comme un simple statut, mais comme un fait pour des individus d'avoir droit à des droits, ce que la philosophe Hannah Arendt appelle le droit à avoir des droits. Donc, on a des gens qui n'ont pas de droits subjectifs, ils ne sont pas reconnus comme individus, mais la circulation notamment de la dimension universaliste de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est parfaitement comprise aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Domingue. Elle est décisive, entre autres, je ne veux pas exagérer, dans la levée des insurgés de 1791 en Haïti. Donc, on ne peut pas comprendre la signification sociale prise par la citoyenneté après l'abolition de 1848 sans mesurer cet enracinement ancien de l'idéal égalitariste républicain dans le monde social des esclaves dès la période révolutionnaire, en passant par le début des années 1830, ou même en s'arrêtant un peu sur les événements du 22 mai en 1848. Mon travail fait apparaître que la citoyenneté avait pris pour les anciens esclaves le contenu complexe d'un statut social faisant exister publiquement, c'est-à-dire aux yeux de tous, une identité d'humain libre et égal à l'ancien maître, on découvre ça dans le chapitre 4 du livre, mais aussi celui d'un principe performatif, un principe actif de justice sociale, parfois mobilisé dans la violence, comme ce fut le cas en septembre 1870, lors de l'insurrection du Sud. On peut le découvrir au chapitre 6 du livre. Principe de justice sociale qui impliquait le renversement de rapports sociaux anciens, de domination, à travers des considérations pour les anciens esclaves particulièrement concrètes. Quelles sont ces considérations? La liberté d'aller et venir déjà, la propriété de son propre corps, le droit à un salaire décent dès 1848 et surtout le droit à la terre. Ces quelques éléments-là ont été, quand même, je tiens à le dire, signalés déjà par Jean-Pierre Sainton. Et puis, une dimension à laquelle on n'a pas beaucoup fait attention, c'est la dimension d'inscription de sa descendance, quand c'est possible, dans un corps de droit reconnu par la loi. Donc, l'idée qu'une fois devenu libre,
il y a à s'inquiéter de ces enfants pour qui on veut que leurs droits soient protégés, soient garantis par la loi. Le livre se construit donc sous la forme d'un dialogue. Ce dialogue n'est pas apaisé, bien évidemment, un dialogue conflictuel entre espace métropolitain et espace colonial. Et donc, j'ai construit le livre, à la différence de la thèse, dans un va-et-vient entre l'espace métropolitain et l'espace colonial, précisément pour souligner la mise à l'épreuve de la citoyenneté, prétendument abstraite et universaliste, par la situation coloniale post-esclavagiste, par les fameuses colonies de citoyens. Cela en vue de souligner aussi la part de volonté autonome, même si elle est entravée, mais il n'empêche, il y a des espaces étroits de l'habilité, la part de volonté des acteurs colonisés anciennement asservis. Et donc, je voudrais en arriver dans quelques mots sur les aspects centraux de mon point de vue du livre. La démarche générale du livre me situe du côté des chercheurs qui, en sciences sociales, interrogent la citoyenneté, vous l'aurez compris, non simplement comme un statut juridique, comme une étiquette officielle ou légale, mais comme un processus social politique, c'est-à-dire comme l'objet d'un rapport de force, toujours ouvert et indéterminé, toujours socialement situé, qui engage le sens des droits dans une communauté d'égaux, ou pour reprendre la formule de Pierre Rosanvallon, dans une société d'égaux. La citoyenneté est donc toujours une affaire à redéfinir. La question de l'égalité des droits est toujours l'objet d'une lutte à recommencer. Autre point important de mon travail, et là je vais un peu m'appesantir sur mon chapitre 5, contrairement à une idée reçue, en particulier chez nous, idée tenace, et je tiens à y insister ce soir devant vous, jamais les acteurs institutionnels officiels, jamais les représentants de l'État colonial, n'ont exprimé la volonté, ni même formulé le projet écrit. J'ai fouillé dans toutes les archives connues, alors à moins qu'elles aient brûlé, des commissions ministérielles, parlementaires, etc. Jamais je n'ai trouvé, ne serait-ce que le début d'un projet donnant à penser qu'on allait introduire dans les 50 années que j'ai étudiées quelque chose qui ressemblait à une égalité législative. Donc, jamais, je disais, donc, les acteurs institutionnels, officiels, n'ont exprimé la volonté, durant cette longue période, traversant des régimes aussi différents que le Second Empire et deux républiques, d'assimilation politique des anciens esclaves, citoyens des vieilles colonies. Bien au contraire, le refus de l'assimilation politique, c'est-à-dire de l'application aux colonies de citoyens des lois appliquées en France, dans la métropole, est décisif pour le maintien du régime d'exception, pour la dérogation aux droits communs par l'État colonial lui-même. Il y va de la colonialité elle-même. Cette distinction entre deux sphères législatives distinctes est déterminante pour faire vivre et donner consistance à la relation hiérarchique entre métropole et colonie. Relation hiérarchique que la citoyenneté de 1848, c'est-à-dire le fait d'avoir octroyé, d'avoir institué l'égalité civile et politique, vient brouiller et donc rend plus difficile, plus complexe. À l'écart déjà de toute abstraction, c'est-à-dire quand on nous parle de l'universalisme abstrait, on veut dire par là que la citoyenneté se penserait, c'est le catéchisme républicain que nous apprenons à l'école, la citoyenneté française nous placerait égaux devant la loi, abstraction faite de nos caractérisations sexuelles, religieuses, raciales, etc. Or, déjà en 1848, Victor Schœlcher est isolé pour considérer quand même quelque chose qui est important, qui est à analyser, pour considérer que les ex-esclaves des vieilles colonies, à la différence de ceux du Sénégal et de l'Algérie qui sont musulmans, c'est une question importante pour la commission d'abolition de l'esclavage, déjà. Je laisse la question compliquée de la France avec l'islam de côté. Donc, il est isolé pour considérer que les anciens esclaves pourraient jouir du suffrage universel en 1948 sous prétexte qu'ils auraient été, dès la période esclavagiste, en relation étroite avec les colons et
que de cette façon, ils auraient appris par une sorte de mimétisme les habitudes sociales de ces derniers. Ils auraient de cette façon démontré leur plasticité, si on peut dire, anthropologique, leur capacité à se conformer à la norme métropolitaine. Ce raisonnement est assez isolé en 1848. Je ne connais qu'un seul travail qui l'ait retrouvé au XXe siècle, dans les années 1920. Sinon, durant toute la fin du XIXe siècle, il ne revient pas. Donc, ce raisonnement de Schellcher nous montre que l'octroi des droits n'est pas abstrait. Or, donc, pour lui, les anciens esclaves auraient été assimilables aux mœurs françaises. Or, ce type de raisonnement est isolé et ne veut pas revenir, et ça de manière durable. Au contraire, les acteurs institutionnels, juristes, fonctionnaires coloniaux, administrateurs, ministres, parlementaires, etc., n'ont de cesse de souligner, et je dirais même de construire, la distance anthropologique entre des citoyens français métropolitains et des citoyens des colonies, entre une norme de la bonne citoyenneté, généralement assimilée aux mœurs métropolitaines, et par mœurs métropolitaines, il faut entendre l'idée selon laquelle, en métropole, on est libre. Donc on a compris ce que c'est d'être libre, et on vit la liberté dans sa chair et dans ses comportements. Et les autres citoyens, ces citoyens des colonies, eux, ce que j'ai appelé des égaux inférieurs, seraient des espèces de handicapés de la liberté. Ils n'auraient pas intériorisé ces habitudes censées être données par la liberté. Si dans le contexte de la relation coloniale, les anciens esclaves sont perçus en France, à l'aune bien évidemment du préjugé de couleur, donc la race se pense à partir de cette dimension de la couleur, qui est répandue largement dans le langage de l'époque, que l'on retrouve, qui sature l'espace social colonial. Pourtant, politiquement, juridiquement, ce n'est pas ce type d'argument qui va être mis en avant pour justifier la dérogation au droit, c'est-à-dire le refus de l'assimilation, le refus d'appliquer les lois appliquées en métropole aux colonies. Ce qui est mis en avant, ce sont les structures sociales de ces îles à sucre où l'esclavage a été une institution séculaire et donc où justement les gens n'ont pas intériorisé, les anciens esclaves, ce que ça voulait dire d'être libre. C'est cette dimension anthropologique de la liberté qui est donc comme étant une condition civile d'accès ou d'entrée dans la citoyenneté qui va être mise en avant. Les citoyens de couleur, ou pour dire les choses plus rigoureusement, les afro-descendants, sont régulièrement assignés dans le discours anthropo-historique de l'administration aux héritages historiques et sociaux qui ont façonné leur société, comme si ces héritages se transmettaient de manière stable et immuable entre générations successives. Et sans être trop longue, je vais vous citer une phrase quand même qui donne une idée de la teneur du débat et qui date de 1848, du moment même de la commission d'abolition de l'esclavage. Une phrase de Isambert. Alors pour la petite histoire, Isambert, qui a sa rue ici, est l'un des deux pères du décret du 5 mars 1848 qui introduit le suffrage universel dans l'histoire de la France. Ce même Isambert que vous connaissez pour son combat abolitionniste, notamment aux côtés de Bicêtre, donc qui est un avocat, qui a défendu des esclaves dans certains procès, qui a défendu des luttes de couleur, eh bien, c'est le plus féroce adversaire du suffrage universel en 1848. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment il se peut faire que des hommes vieillis dans l'esclavage soient à la hauteur de ceux qui y ont toujours vécu depuis 3 ou 4 générations dans la liberté? Je ne vais pas plus loin, ce type de raisonnement, on va le retrouver bien plus tard, sous le Second Empire, de façon plus sophistiquée et durcie parfois, et aussi sous la Troisième République. Et c'est cette essentialisation du social et de l'histoire qui définit ce que j'ai appelé une hérédité sociale des individus qui procède d'une politisation des origines anthropo-historiques, sorte de souche généalogique, et qui relève en cela d'une logique de racisation, c'est-à-dire d'une production sociale et politique de la race,
pas de la race dans un sens biologique, puisque ce n'est pas la couleur qui, entre guillemets, travaille la construction de l'exclusion, mais dans un sens qu'on pourrait appeler civilisationnel, puisqu'il renvoie aux mœurs de l'Hexagone, à ce que les sociologues appellent un ethos de la société, c'est-à-dire un état des mœurs. Et donc, pour le dire plus simplement, c'est l'ascendance servile de ces citoyens des colonies post-esclavagistes qui est érigée politiquement, qui est promue politiquement en véritable stigmate collectif pour justifier la mise en dehors de ces citoyens, en dehors du droit commun, pour leur refuser l'application des lois métropolitaines dans ce que Laurent Dubois a appelé ces colonies de citoyens. Et je vais conclure par les quelques mots suivants. Ce livre fait donc, vous l'aurez compris, une critique radicale de la notion d'assimilation, qui aujourd'hui, dans le débat aussi bien scientifique, même si les critiques sont de plus en plus vives, et je pense à un livre que je n'ai pas apporté avec moi, mais un livre, à mon avis, important et très solide, que je tiens à citer ici, d'un sociologue français qui s'appelle Abdelali Hadjat, dans un livre qui s'appelle retenez son nom, parce que déjà je pense que c'est un futur grand. C'est quelqu'un qui donc a retracé l'histoire de la notion d'assimilation à la fois dans le contexte colonial, mais aussi dans ses effets d'héritage dans le droit français de la nationalité. Parce que pour ceux qui sont juristes ici, peut-être que certains savent que quand quelqu'un fait une demande de nationalité en France, il doit remplir, c'est l'une des... dans certains cas, il doit remplir un certificat d'assimilation. Il doit donc prouver, il doit montrer patte blanche, si j'ose dire, qu'il a compris ce que ça veut dire d'être français. Et donc, Abdelali Hadjat, dans le livre tiré de sa thèse, paru aux éditions La Découverte en 2010, se situe aussi dans ce type d'approche qui critique la notion d'assimilation, mais lui, il remonte dans le droit contemporain, il va jusqu'au droit contemporain. Donc, mon livre fait une critique radicale de la notion, mais surtout de sa logique philosophique ou spéculative, de ce qu'elle comporte d'une forme de simulacre, c'est-à-dire qu'elle tend à faire voir l'égal, mais elle transforme l'égal en même, en identique. Elle produit ce que Paul Ricoeur appelle de la mêmeté. Et c'est cette logique-là que je critique, et cette logique se met en œuvre en particulier en raison du lien que la notion entretient de manière tacite avec un idéal d'homogénéité sociale et culturelle, idéal qui lui-même, de mon point de vue, sous-tend une promotion implicite d'une conception ethnique de la nation, voire d'un véritable nationalisme d'État. Enfin, ce livre, qui propose une généalogie conceptuelle de la citoyenneté française à partir de sa marge coloniale caribéenne, vous l'aurez compris, va à l'encontre de toute une vulgate républicaine sur la citoyenneté française elle-même. Citoyenneté dont on dit généralement qu'elle est abstraite et unitaire, et donc sur l'idée même d'un modèle de citoyenneté républicaine. Dont on aura compris également que la construction à la fois politique et juridique, dans la longue durée, et très précisément aux Antilles, s'est construite, dans cette construction, s'est articulée à une fabrique de la race, dans un sens, je l'ai dit tout à l'heure, non biologique, mais anthropo-historique. Et c'est quelque chose qu'il est quand même bon encore de repenser, parce que cette dimension-là, elle ne nous a pas abandonnés. Je ne parle même pas de la question locale, mais elle rejoue implicitement dans certains discours sociaux qu'on entend en France, notamment, par exemple, à travers le retour maintenant de la notion de français de souche, etc. Donc, il y a une espèce de travail de la race sans le nom de la race qui est à l'œuvre dans le discours social, dans l'espace français. Et si vous voulez, mon travail permet de montrer que ce que nous entendons aujourd'hui, ça a une genèse et qu'il y a des effets d'écho entre le passé et le présent. Je vous remercie de votre attention.